Merci de votre fidélité à l'ORTB. Si vous venez de nous rejoindre à l'instant même, merci d'être une fois encore en notre compagnie. Vous le savez bien sûr, à partir d'aujourd'hui, nous avons une pensée, une forte pensée pour toute la communauté musulmane qui entre ainsi dans le mois du jeûne du Ramadan. Nous sommes de cœur avec vous puisque c'est un mois de pure ascèse, devrais-je dire. C'est un mois de pardon, un mois de partage et surtout un mois de prière. Par ici, toutes nos prières vous accompagnent. Allez, il y a de très gros rendez-vous à avoir dans la semaine. Comme nous l'avons annoncé, nous allons démarrer pour tout le compte de ce mois de mai, des séances de révision avec tous nos amis, tous nos enfants qui vont aux différents examens de fin d'année, que ce soit le bac et le BEPC. Et aujourd'hui, un focus particulier sur une langue. Il s'agit bien sûr de l'anglais. Allez, par ici, les équipes n'ont pas changé, c'est les mêmes équipes techniques, les mêmes équipes rédactionnelles et la même équipe de présentation. Ricardo Sedamilog Pekou, bonjour, bienvenue. Bonjour Serge Senandé Ayaka, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bien bonjour, un bonheur de vous retrouver donc ce matin. Vous l'avez si bien dit, nous avons eu une très bonne pensée donc à l'endroit de toute la communauté musulmane qui démarre aujourd'hui le jeûne pour le Ramadan évidemment. Et puis les examens de fin d'année, c'est seulement dans quelques jours une épreuve que l'on compose à l'examen, c'est bien l'anglais. Aujourd'hui, nous allons pouvoir en parler suffisamment, comment réussir à bien écrire, à bien composer en anglais et comment réussir à bien parler également cette langue. C'est des sujets que nous abordons ce lundi. Bien sûr que nous allons l'aborder ce lundi. Vous le savez, lorsque certains vont à l'école, il y en a qui réussissent, mais d'autres qui doivent reprendre la même classe. Comment est-ce qu'un enfant doit vivre cet état de redoublement d'une classe? Est-ce sa faute? Est-ce la faute des parents? Comment chacun vit-il cette façon d'y arriver, de ne pas pouvoir passer en classe supérieure? Nous allons parler aujourd'hui au forum de discussion du redoublement d'une classe. Et à vous aussi, nous avons une question. Comment accompagner selon vous un enfant qui redouble une classe? Comment accompagner selon vous un enfant qui redouble une classe? C'est la question que nous vous posons, question à laquelle vous pouvez répondre via WhatsApp, le 61 19 88 88, le 61 19 88 88 ou tout simplement sur notre page Facebook ou notre compte Twitter. Dites-nous, selon vous, comment accompagner un enfant qui redouble une classe. Si donc la réussite scolaire n'est pas qu'une simple question d'intelligence ou encore de quotient intellectuel, il faut pouvoir dédramatiser, pourquoi pas, le redoublement d'une classe. Rendez-vous ce lundi avec professeur Jean Fandé. Il va poursuivre, bien sûr, avec les épreuves de français au BEPC aujourd'hui. Il nous parle surtout de l'épreuve de communication écrite. Rendez-vous également avec le métaphysicien. Il nous revient aujourd'hui. Absolument, avec Amoussa Raimi dans la métaphysique de l'éducation de l'homme debout. Nous allons parler des livres dahoméens plus précisément. N'oubliez surtout pas, dans la troisième heure, nous avons rendez-vous avec Fawaz Moussougan. Et aujourd'hui, dans le code du numérique, Fawaz Moussougan nous parlera de l'activisme. Quelle réglementation pour l'activisme sur Internet à l'aune du code du numérique? Ne ratez pas le rendez-vous de Patrick Djossou. Aujourd'hui, il nous emmène en Afrique, oui. Absolument, dans l'univers du métissage et du nouveau départ de l'Afrique, plus précisément, de quoi cela retourne. Rendez-vous dans la troisième partie de cette émission avec Patrick Lingera Djossou, troisième partie consacrée également au sport. 5 sur 7 matin, c'est parti.
Voilà, c'était à l'instant le bulletin météo. C'est une réalisation de nos confrères de la télévision BB24. À suivre tout de suite le flash d'information. 5 sucette le flash. Bienvenue. Les tensions post-électorales à la une de l'actualité nationale. À cet égard, les appels à la paix se multiplient sur toute l'étendue du territoire national. C'est ainsi que les têtes couronnées, sages et notables de la ville de Parakou ont mêlé leur voix à celle de leurs prédécesseurs pour inviter le peuple béninois à cultiver la paix par ces temps-ci. Leur déclaration a été rendue publique à la mairie de Parakou. La situation post-électorale a également inspiré les hommes d'église du Réveil qui ont invité le peuple béninois au respect des autorités, à la crainte de Dieu et à la recherche de la paix. À travers prières et exhortations, ces pasteurs ont appelé les institutions de la République, les personnalités politiques et le chef de l'État à œuvrer pour que la paix règne au Bénin. Un appel plus touchant encore, c'est celui des élèves de la 15e circonscription électorale au sujet du climat socio-politique actuel du Bénin. Dans une déclaration lue à la presse, ils en appellent à un retour au calme afin de poursuivre leur année scolaire en toute quiétude. Une information de religion pour boucler ce flash, c'est parti pour le jeûne musulman. Le premier jour du mois de Ramadan, c'est ce lundi 6 mai 2019. C'est du moins ce qui est à retenir du message du président de l'Union islamique du Bénin, l'imam Ouzefat Hamzat. La décision a été prise suivant le calendrier hégirien, informe l'imam. Tenant compte de l'impossibilité à établir la vision de la lune, la durée du mois a été établie à 30 jours, conformément aux enseignements prophétiques. Fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes de la Une avec 587 matin. Agréable lundi à vous, Nicanor, Kofi, Kovi et surtout bon mois de Ramadan à toute la communauté musulmane du Bénin. On marque une courte pause, on vous retrouve pour la suite de 5 sur 7 matin et tout à l'heure. Nous allons parler de révision, comment réussir l'anglais aux examens. On va pouvoir en discuter tout à l'heure avec un professeur d'anglais. Et pour la pratique de l'anglais parlé, nous avons en notre compagnie ce matin le directeur du cabinet Practice Makes Perfect. On va le retrouver. Ça va être dans la première partie. Et Jean Fandé sera aussi au rendez-vous. Aujourd'hui, il va poursuivre la randonnée dans les épreuves de français au BEPC avec un focus particulier aujourd'hui sur l'épreuve de communication écrite. Allez, à tout de suite. Le film qui a été montré au Sénégal, c'était en 1902, L'arroseur arrosé de Frères Lumière, qui a été montré au Sénégal par des marchands forains. Et puis le premier film qui a été tourné en 1905. Pendant longtemps, la production a été quasi nulle. Et tous les films qui se faisaient à travers, je dis, les cinéastes de manière individuelle, qui allaient taper dans tous les guichets internationaux de financement. Je crois qu'il y a là une volonté de montrer au moins que le cinéma n'est pas mort. Et tout cela, c'est aussi des révélateurs d'une situation qui existe depuis longtemps. Avec les initiatives que nous allons prendre là, il sera vraiment forcément en voie de guérison. Messieurs, bonsoir et merci pour votre fidélité renouvelée au programme de la télévision nationale. Droits des personnes handicapées au Bénin, état des lieux, c'est le sujet qui est réuni autour de moi ce soir. 3 invités. Quel est l'état des lieux de la situation des personnes handicapées au Bénin? Déjà, comme a dit le vice-président, il y a une fédération. Au niveau des mouvements de personnes handicapées, c'est nécessaire d'avoir un organe, une fêtière qui puisse être l'interlocuteur valable de l'État
et aussi au niveau des autres institutions. Donc ça, c'est un acquis. Et il y a également au niveau des droits, moi j'ai une expertise dans la mise en œuvre de la Convention relative des droits des personnes handicapées. Avant, la veuve était gardée dans le village. Qu'elle fait des enfants, qu'elle n'ait pas fait les enfants, elle était gardée dans le village jusqu'à sa mort. Et c'est les parents de son mari qui devaient l'enterrer. La veuve, l'orphelin représentait un patrimoine, elle représentait l'image du défunt. Mais aujourd'hui, on nargue en prétexte du fait que mon frère, ma soeur, mon frère est décédé, donc j'hérite de son bien, j'hérite de sa pension, j'hérite de son véhicule, de son bien meuble. Lorsqu'un homme meurt dans une famille, c'est comme si on enlevait le toit d'une maison. Vous restez dans... Vous êtes désemparés. Vous ne vous retrouvez pas. Si déjà vous le ressentez quand vous perdez votre père ou votre mère, à plus forte raison lorsque vous perdez votre mari. Retour en plateau donc après cette courte pause. On vous le rappelle, dans le forum de discussion ce lundi, on parle du redoublement à l'école. Il faut pouvoir dédramatiser cette situation pour réussir. Et d'ailleurs, la question du jour, aussi explicite qu'elle soit, comment accompagner un enfant, selon vous, comment accompagner un enfant qui redouble une classe, comment accompagner un enfant qui redouble une classe. Répondez à cette question sur Facebook, Twitter ou encore sur WhatsApp. WhatsApp, le 61 19 88 88, le 61 19 88 88. Et puis, ne l'oubliez pas, dans un instant, nous allons pouvoir recevoir le professeur Jean Fondé, avec qui nous parlons donc de la réussite de l'épreuve de la communication écrite. On parlera également de l'anglais, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Mais en attendant, allons voir aujourd'hui ce que nous propose le sage. Il s'appelle aujourd'hui Joost van den Vondel. C'est à lui que nous empruntons ces paroles. La pierre précieuse, dit-il, redouble d'éclat quand on la frotte. La pierre précieuse redouble d'éclat quand on la frotte. C'est bien sûr Vondel qui nous prête aujourd'hui ces paroles, comme pour dire que lorsque l'on redouble, on n'a rien perdu en réalité. Bien au contraire, qu'on devient un peu plus policé et donc qu'on peut réussir plus facilement. Il suffit de savoir apprécier la situation, de ne pas la dramatiser. Ça ne veut pas dire non plus que lorsque l'on ramène de façon systématique de mauvaises notes à la maison, que quelqu'un est content. Non, personne, ni l'enfant, ni les parents en réalité. C'est bien ce que cela veut dire. Parce que redoubler, c'est vrai, ça peut permettre finalement pour l'année qui va suivre d'être plus à l'aise dans sa propre peau et d'avoir mieux compris ce que l'on n'a pas pu à la première année. Ouais. Absolument, absolument. Il faut pouvoir toujours croire qu'on va réussir, qu'on aura le meilleur. La pierre précieuse redouble d'éclat quand on la frotte. C'est assez explicite. Allez, pour ne pas redoubler, c'est qu'il faut bien se préparer. Et nous vous avons promis de vous aider à mieux préparer les examens de fin d'année. Bien sûr, aujourd'hui, on a commencé par le français. Le français, on va continuer aujourd'hui, mais on va poursuivre également avec l'anglais. Et nous allons retrouver ce professeur d'anglais qui a accepté de nous accompagner. Il s'appelle Silver Adjaouto. Avec lui, nous allons parler de l'épreuve écrite de l'anglais. Comment cela se présente pour les candidats? Comment faut-il s'y prendre? Allez, c'est 15 bonnes minutes pour mieux apprendre afin de mieux réussir son anglais à l'examen. C'est tout de suite, on installe Silver Adjaouto.
voilà qui est annoncé. Il est professeur d'anglais. Avec lui, nous allons apprendre à réussir l'anglais au BEPC, notamment à l'écrit. Bonjour, monsieur Adjaouto. Bonjour, monsieur. On dit good morning. Good morning, how are you? Fine, and you? I'm fine, thank God. OK. Monsieur Ayaka? Oui, on ne fera pas, on aurait pu continuer en anglais, mais on ne le fera pas comme ça parce qu'on veut que les enfants ils comprennent très exactement comment est-ce que tout ceci se présente. Alors, professeur, soyez le bienvenu. Hein. Merci vraiment d'avoir accepté de nous accompagner. Comme j'aime si bien le dire, c'est au pied levé qu'on vous a appelé et puis vous avez accepté pour le bien de nos enfants. Alors, comment ça se présente l'épreuve d'anglais? Comment ça se présente au BEPC? Merci beaucoup. Et une épreuve d'anglais, que ce soit au BEPC ou au bac, comporte souvent deux grandes parties. La première grande partie, c'est la réaction à un test lu ou écrit. Et la deuxième grande partie, la production d'un test de type particulier. Alors, chacune des parties comporte un contexte. Et ce contexte permet à l'apprenant de pouvoir s'identifier par rapport à la situation d'apprentissage qui sera évaluée. La première partie est la réaction à un test écrit ou lu. Il y a un test, un support, un test, et les trois ou bien les deux premiers items, ça dépend de celui qui propose l'épreuve. Les trois premiers items, au BPC, nous sommes ici, sont des questions basées sur le test. Le premier item, c'est on demande à l'apprenant de reconnaître certains détails du test. Souvent, le deuxième item, d'apprécier. Le premier item peut être des questions vraies ou faux qu'on appelle answering by true or false. Ça veut dire c'est des questions, c'est des phrases et l'apprenant doit répondre par vrai ou faux selon les informations qu'il a reçues du test. L'item 2, c'est des questions qu'on pose sur le test et l'apprenant doit pouvoir formuler des phrases pour répondre en tenant compte du test. Et souvent, le troisième item, c'est un peu du vocabulaire. On pourrait demander à l'apprenant de trouver des synonymes ou des mots, des antonymes dans le test. Et souvent, le quatrième item, c'est la grammaire. Et on peut aller jusqu'à un 5 items, c'est aussi des structures grammaticales. Mais il peut arriver que l'ordre change. D'accord. Au niveau de l'item 1, par exemple, on peut ne pas lui demander de faire true or false, c'est-à-dire vrai ou faux, mais on lui propose des questions à choix multiples. Cela voudrait dire quoi? On pose une question, on lui fait des propositions. Donc, il peut choisir réponse petit A, réponse petit B, réponse petit C. Ou troisième possibilité, l'item 1 peut être aussi des phrases incomplètes. Et il choisit des informations dans le test pour compléter ces phrases-là. Et la deuxième grande partie, qui est la production d'un test de type particulier, que nous appelons souvent le writing, nous avons 3 possibilités de writing au BPC. Nous avons le gap filling, ça veut dire un test lacunaire que nous proposons à l'apprenant avec des mots qu'il va choisir pour compléter ces phrases afin d'avoir un paragraphe cohérent. La deuxième possibilité, on pourrait demander à l'apprenant d'écrire un paragraphe sur un thème donné. On peut l'orienter en lui posant des questions ou bien encore on ne lui pose aucune question mais on lui donne le thème et puis il produit un paragraphe. La troisième possibilité du writing qui vient aussi souvent, on peut proposer à l'apprenant des phrases qui sont mises en désordre qu'il va essayer de mettre en ordre afin d'avoir un paragraphe cohérent. Bon, dans cet exercice, on peut faire une double tâche. Ça veut dire, premièrement, on peut aller par un jumble word, ça veut dire des mots en désordre que l'apprenant va mettre en ordre afin d'avoir d'abord des phrases correctes. Et dès qu'il aura ces phrases correctes qui deviennent des jumble sentences, ces jumble sentences sont mises
en ordre pour avoir un paragraphe cohérent. Donc voilà, selon l'APC, et depuis un certain temps, voilà le schéma que présente le schéma qu'une épreuve d'anglais au BPC peut avoir. Oui. Alors, vous avez parlé de la compréhension du texte. Nous sommes à 3 semaines, ou même un peu moins de l'examen. Comment on fait pour comprendre le texte? Bon, pour comprendre le texte, c'est simple. D'abord, depuis un certain temps, les inspecteurs nous ont orientés par rapport au nombre de lignes qu'un test à l'examen du BPC doit comporter. Ça ne doit pas dépasser 20 à 25 lignes. OK? Et puis, les apprenants, au cours de l'année scolaire, nous avons appris nous avons travaillé sur certaines situations d'apprentissage. Et en troisième, il y en a 4. Donc, le test, sauf erreur, doit porter sur l'une de ces 4 situations d'apprentissage. Et chaque situation d'apprentissage a des séquences. Donc, le test porte sur ces genres de thèmes-là. Et l'apprenant, le test qui lui est proposé est souvent à sa hauteur. D'accord. Donc, et pour comprendre le test, c'est simple. On l'a toujours dit, c'est la lecture et la lecture. Parce que quand l'apprenant est habitué à la lecture, il va découvrir des mots auxquels il est habitué et facilement, il pourra réussir le test. Donc, il n'y a pas de formule magique pour dire « allez pratiquer ça, ça vous permettra de lire, de comprendre les tests ». Maintenant, moi, à mes apprenants, je dis toujours ceci. Lorsque vous lisez une première fois, une deuxième fois, une troisième fois le test et que vous ne comprenez pas, allez au niveau de l'item numéro 2. Parce que vous n'avez pas compris le test et vous allez au niveau de la question, on vous demande, je prends un exemple, pourquoi Dossou a-t-il une grosse tête? Alors, pourquoi Dossou a-t-il une grosse tête? Prenez les mots-clés, Dossou, grosse tête. Allez dans le test, vous allez retrouver certainement la raison. Alors, comme ça, l'item 2 souvent peut amener l'apprenant à mieux comprendre son test. Pourquoi telle personne n'a pas fait ceci? Ça veut dire la personne a fait quelque chose et je remonte au test et les éléments que je retrouve dans la question m'arrivent d'abord à répertorier là où je peux retrouver ma réponse et ça me permet aussi de comprendre rapidement le test. Mais est-ce que dans les réponses, l'apprenant, le candidat, peut commencer par répondre à un autre item avant peut-être? Est-ce qu'il faut forcément, dans l'ordre, répondre aux questions? Non, nous avons toujours dit ça à nos candidats. Il faut toujours commencer par ce qui lui paraît facile. Seulement que, dans le cas d'espèce, la majorité des items est basée sur le test. Il faudra partir du test. À moins que l'apprenant laisse le test et va directement au niveau de la structure grammaticale et après revient maintenant sur le test ou bien va sur le writing et revient sur le test. Ça dépend de comment l'apprenant se jauge par rapport à l'épreuve qui lui est soumise. Mais le candidat, il passe combien de temps sur son brouillon à lire, relire, comme vous l'avez dit, et à traiter d'abord au brouillon avant d'aller sur la copie proprement dite? Au BPC, l'épreuve d'anglais a une durée de 2 heures. Okay. Et on ne pourra pas demander à un candidat de passer 1 heure sur le brouillon. Donc, c'est à lui de savoir comment faire pour rester dans le temps, encore que dans la plupart des cas, nos candidats finissent avant les 2 heures. Ce que nous leur proposons. D'abord, quand ils prennent l'épreuve, nos candidats ont un défaut aujourd'hui. Quand ils prennent l'épreuve, ils vont directement lire le test. C'est un défaut? C'est un défaut. Quand on prend une épreuve de BPC, il faut premièrement lire le contexte. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le contexte nous aide à savoir quelle est la situation d'apprentissage qui est en train d'être évaluée. Je prends un exemple. Dans un contexte, on peut dire le sida est une maladie qui aujourd'hui ravage la jeunesse africaine. L'apprenant qui lit ça sait qu'on est en train de vouloir l'évaluer sur la SA numéro 1, séquence numéro 1. Tout de suite, il peut commencer à faire appel aux mots qu'il a appris dans
cette situation d'apprentissage-là. Il sait qu'on veut l'évaluer sur Sexually Transmitted Diseases. Et il sait déjà comment aborder. Et après le contexte, il y a les critères d'évaluation. Si il y a 4 thèmes, il doit avoir 4 critères d'évaluation. Les critères d'évaluation aident en quelque sorte l'apprenant à mieux comprendre les consignes. Par exemple, on peut dire, quand il dit en reconnaissant les détails du test, ça peut être true or false. En donnant tes appréciations sur le test, ça veut dire answering question. En reliant les mots à leurs synonymes, ça veut dire là, je veux faire du matching. Et peut-être en reformulant des phrases de façon autonome, ça, je vais faire du rephrasing. Donc, si l'apprenant ne lit pas ça, souvent ils oublient et puis ils vont directement au niveau des consignes et ils disent après, ah monsieur, on n'a pas compris. Ils ne sont pas allés au niveau des critères d'évaluation. Les critères d'évaluation sont là pour les aider à mieux comprendre les consignes qu'on leur donne sur l'épreuve. Donc c'est systématique, il faut voir d'abord le contexte et puis passer... Les critères d'évaluation avant maintenant d'aller au niveau des tâches. Ça, c'est déjà une clé que vous leur donnez pour ouvrir facilement les portes. Ah oui, là, je l'espère. C'est sûr. Il y a quand même, lorsque l'on évoque l'anglais, la bête noire, ce sont les verbes irréguliers. Comment est-ce que en 3 semaines, ils peuvent encore se rattraper, avoir quelques verbes irréguliers? Les verbes irréguliers, oui. Les verbes irréguliers, bon, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, quand vous prenez le document d'accompagnement, ce n'est plus ce que nous on avait fait en son temps où les professeurs nous ont bourré la tête avec grammar. Aujourd'hui, on dit make English real. Rendre l'anglais réel pour que l'enfant qui a appris, à qui on apprend l'anglais, puisse le pratiquer. Maintenant, par rapport aux verbes irréguliers, pour parler, il faut utiliser des verbes. Il peut encore. Moi, je dis à mes apprenants souvent, lorsque vous vous réveillez de votre lit le matin, dites-vous, aujourd'hui, je vais apprendre 5 verbes irréguliers. Et en route, quand vous rencontrez quelqu'un, regardez le contexte et utilisez ces verbes irréguliers-là. Avant la tombée de la nuit, vous allez les maîtriser. Et chaque jour, si vous prenez 5 par jour, vous allez quand même épuiser la liste. Bon, ils peuvent pas épuiser tout. Encore que moi, en tant qu'enseignant, je ne peux pas dire que je maîtrise tous les verbes irréguliers. C'est petit à petit. Les plus usuels quand même, ils peuvent quand même le faire et les maîtriser avant les examens. D'accord. Très bien. De toutes les façons, ils en ont déjà retenu quelques-uns, j'en suis persuadé. Il faut toujours continuer. Je vais vous introduire quelqu'un, c'est ça on dit en anglais. Let me introduce you a guy. Yes, let me introduce you someone. Okay, let me introduce you someone. I'm dead sure you will like this man. This guy, I'm dead sure. OK. Allez, on va retrouver maintenant quelqu'un qui nous aide à mieux parler anglais. Il est directeur d'un cabinet et son cabinet porte bien d'ailleurs son nom. Ça s'appelle Practice Makes Perfect. C'est justement lui que nous allons retrouver. On installe très rapidement. Et lui, il a nom Bertrand Alotoanou, c'est bien cela? Oui. Bonjour. C'est bien ça. Bonjour. Vous allez bien? Je pense que vous allez parler anglais. Morning. Yes, good morning. How are you? Fine, and you? I'm fine. Yes, I'm pretty well. Okay, thank you. Bon, d'accord. Alors, Bertrand, ça va? Oui, ça va très bien. Merci vraiment d'avoir accepté notre invitation d'accompagnement de nos élèves, de nos étudiants également. Comme je vous le disais, monsieur le professeur, il est directeur général d'un cabinet de traduction, d'interprète. C'est ça? Les deux. Ah, les deux à la fois. Nous sommes experts en formation en langue, formation accélérée, bien sûr. D'accord. Pour pouvoir s'exprimer couramment en anglais. D'accord. Alors, on parle de l'anglais, mais on va commencer d'abord par les jeunes qui doivent aller aux examens. Qu'est-ce que vous leur proposez de façon pratique, puisque c'est ce que dit d'ailleurs votre cabinet, de façon pratique? Comment est-ce qu'on appréhende la langue anglaise? Vous savez, l'anglais n'est pas du tout compliqué, comme on a l'habitude de le dire, et puis ils ont l'habitude de traiter l'anglais de la bête noire. Non, pas du tout. Le problème, c'est juste un manque d'exercice. Un manque d'exercice, et
et aussi le manque de, c'est-à-dire l'enseignant, comment prendre la langue, c'est-à-dire encourager la personne, l'enfant, à pouvoir mieux maîtriser. Parce que lorsque vous prenez la chose et puis il semble que c'est difficile et que vous n'avez pas une méthode appropriée, je ne pense pas que ce soit plus facile pour l'enfant même de pouvoir acquérir ces notions-là. Puisque ce n'est pas sa langue. Et déjà, le cerveau aime toujours la facilité. Ça, c'est sincère. Donc, lorsque vous rendez les choses un peu plus faciles, donc ça veut dire que c'est la manière d'enseigner qui permet à l'enfant, à l'élève, de pouvoir mieux appréhender et de réussir l'anglais sans problème. Alors, je voulais savoir, à l'école, quel est le pourcentage de la pratique en réel de l'anglais? Ou bien c'est juste l'écoute? Oh non. Puisque vous savez, en anglais aujourd'hui, nous avons 3 compétences. La compétence disciplinaire numéro 1, qui est le speaking et le listening. Ça veut dire, vous parlez, vous apprenez à l'apprenant de parler et à écouter. Le deuxième, c'est le reading, et puis le troisième, c'est le writing. Et notre programme est conçu de telle enseigne que toutes ces compétences doivent être enseignées. Ça veut dire quoi? L'enseignant, au cours de l'année, a des sections où il enseigne le parler, où il évalue le parler, l'écrit, la lecture et l'écoute. D'accord. Oui. Chez vous, au cabinet, c'est beaucoup plus le parler. Il y a très peu d'écrit. Il y en a pas. Chez nous, on ne fait jamais la grammaire. Alors, il n'y a pas du tout. Non. C'est uniquement la pratique, à 100%. D'accord. Parce que nous avons passé pratiquement 11 ans sur les bancs, c'est-à-dire le cours secondaire à l'université. Mais on a compris que ça n'a pas marché. Pas du tout. Certes, il y en a qui sont bons en grammaire, mais ils n'utilisent pas cette grammaire-là pour pouvoir s'exprimer. Donc, lorsque nous les prenons, nous savons qu'il y a déjà une notion de grammaire, donc on n'a plus besoin de revenir là-dessus. Ce dont on a besoin maintenant, c'est de les amener maintenant à les utiliser. À s'exprimer réellement. Exactement, à s'exprimer réellement. Donc, la grammaire, oui, c'est bien, vous avez déjà eu à faire ça. Maintenant, nous voulons le parler, puisque lorsque vous allez quelque part, vous postulez pour quelque chose, je pense bien, on ne va pas commencer par vous dire product et trucs là, rephrasing, tout ça là. Non, on vous pose des questions. Là, maintenant, c'est réel, c'est la pratique, ce n'est plus la théorie. Donc, c'est pour ça que nous sommes plus accentués là-dessus pour pouvoir aider nos étudiants et tous ceux qui veulent vraiment apprendre la langue. Mais comment est-ce que ça se passe de façon concrète? Qu'est-ce que vous nous offrez? Enfin, je suppose, on va s'inscrire, lui et moi. Vous savez, quand quelqu'un s'inscrit... On l'a fait, on l'a promis depuis, on ne l'a jamais fait. Ça, c'est vrai aussi. Ouais. Je pense que l'erreur que les gens beaucoup commettent, c'est qu'on lance une formation et tout le monde vient dire... On dit que la formation, par exemple, c'est pour... comme ce que je veux lancer, c'est pour le 1er juillet, moi, ma formation. Si je dis ça, maintenant, les gens vont s'inscrire et ils viennent seulement s'asseoir pour suivre la formation. Ce n'est pas comme ça qu'on procède. Parce que chacun a son problème. Vous, la formation que vous devrez suivre pour être opérationnel, peut-être que ce n'est pas la même formation que Ricardo doit suivre. D'accord. Pas du tout. Donc ici, à Practice Makes Perfect, lorsque vous vous inscrivez, vous devrez passer d'abord l'audition. L'audition nous permet de voir pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à vous exprimer et quel est le type de formation que vous devrez suivre pour que réellement en 6 mois, vous soyez opérationnel. Et nous, c'est-à-dire ce que nous voulons, ce que nous prenons en charge, c'est des gens qui veulent être bilingues, c'est-à-dire c'est des gens qui ont fait une formation ou bien qui ont étudié en telle chose et qui veulent accompagner l'anglais à cela. Donc ça veut dire que ce n'est pas des gens qui ont déjà fait l'anglais. Non, pas du tout. Nous ne recevons pas ce type de personnes. Ce que nous recevons dit, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu as fait. Maintenant, tu veux maintenant t'exprimer. Je pense que c'est sûr, dans les institutions, il y a des gens qui postulent et juste à cause de l'anglais, ils sont recalés. Donc ce sont ces gens-là que nous voulons. Ou bien vous avez fait 2 ans de formation ailleurs et que ça n'a pas marché, venez à Practice Makes Perfect. Si ça n'a pas marché, c'est parce que vous n'avez pas encore mis pied à Practice Makes Perfect. Pourquoi vous pensez que c'est impossible? C'est un bon marketeur en plus. Hein? Ah non, parce que le mot d'ordre, c'est « impossible is nothing ». C'est-à-dire rien n'est impossible, c'est sincère. Et vous savez, ici au Bénin, si vous allez dans n'importe quel centre, vous n'allez pas trouver quelque part où on vous dit soit vous êtes satisfait ou soit remboursé. Mais chez nous, c'est ça. Vous êtes satisfait ou soit vous êtes remboursé. Et vous suivez nos consignes. Il n'y a pas quelqu'un qui a mis pied à Practice Makes Perfect et à la fin qui dit « Oh, cette formation, franchement, moi j'ai fait... » Non, on dit que c'est 6 mois et nous, on ne dépasse pas 6 mois.
Uniquement D'accord. 6 mois. De toutes les façons, je peux en témoigner parce que je me rappelle, on a fait une belle émission d'ailleurs avec des gens qui sont passés au cabinet, qui sont des ingénieurs agronomes ou des médecins, etc. Ils étaient bien nombreux à l'époque. Alors, je veux quand même quelque chose de pratique que vous pourriez donner, juste ce coup de main à apporter aux élèves qui doivent aller composer, même si on sait qu'il y a les épreuves écrites et ensuite il y a les épreuves orales aussi. Qu'est-ce que vous conseillez en tant que pratiquant d'une langue? Qu'est-ce que vous leur conseillez, par exemple, pour les épreuves orales? D'accord. Pour les épreuves orales, ce que moi j'ai à dire aux élèves, c'est que j'entendais tout à l'heure, on parlait de verbes réguliers. Ouais. Vous savez, c'est nécessaire. Parce que si vous ne maîtrisez pas les verbes irréguliers, c'est des verbes qui changent. Vous savez, quand on les conjugue au prétérit, ça change. Quand on vient le participe passé aussi, ça change. Ce que moi je conseille, c'est que de juste lire. Par exemple, il leur reste juste 3 semaines, n'est-ce pas? Juste pendant les 3 semaines, chaque jour, avant de dormir, de prendre de lire seulement. De ne même pas dire, je veux bûcher, je veux apprendre. Moi aussi, j'ai fait la 3e. Donc, c'était compliqué pour moi d'apprendre. Je pense que les verbes sont au nombre de 152, je pense. Ce qu'on utilise réellement. Donc, c'était tellement compliqué. À chaque fois, je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'allais faire? Ce que j'ai eu à faire, c'est je prends mon truc et puis chaque soir, je lisais seulement et puis je m'endormais. Ça a fait en sorte que je ne savais même pas quand est-ce que, à chaque fois quand je voyais, je me rappelais automatiquement de ce que j'avais eu à lire, sans pouvoir avoir eu besoin de dire, non, je vais apprendre, je vais bûcher. Le bûcher, ça ne marche pas. Lisez seulement. Vous voulez dormir, prenez 10 minutes ou 15 minutes. Vous pouvez même prendre votre chrono, régler ça, prenez les 15 minutes, lisez seulement, fermez le tout, ou bien vous pouvez être en train de lire, dormir là-dessus. Et vous allez voir que ça va vous aider. C'est aussi simple que ça. Donc finalement, on retient pour aller dormir, on apprend 5. Et lorsqu'on se réveille, il faut apprendre 5 aussi. Voilà. Et lorsque l'on marche, on rencontre ses amis, on essaye. Il faut quand même l'exploiter. Ouais. C'est comme ça. C'est important. Ouais. Donc finalement, pour n'importe quelle langue, la pratique, elle est importante aussi. Oui, la pratique, elle est très importante. Et il a dit quelque chose. L'anglais, c'est la langue la plus facile. C'est ça là. Et non seulement, c'est une langue vivante. L'anglais, on peut l'apprendre partout. L'anglais, on peut l'apprendre partout. Moi, je donne souvent un exemple à mes apprenants. Le verbe to add, qui veut dire ajouter. Moi, j'ai appris le verbe to add avec le cube jumbo. Je préparais quand j'ai détaché l'emballage. Et puis, j'ai vu, d'un autre côté, on a mis ajouter à la cuisson et de l'autre côté, add to the cooking. C'est comme ça que j'ai appris le verbe ajouter. Le verbe, le mot, par exemple, l'amortisseur, chalk breaker. C'est quand j'ai eu une panne d'amortisseur que je suis allé acheter, que j'ai vu ça sur le papier. Donc, c'est partout, même aux toilettes, on peut apprendre l'anglais. Partout, c'est même aux toilettes qu'on est le plus inspiré. Voilà. La plupart du temps. L'anglais, c'est une langue vivante et il n'y a pas de difficulté. On ne peut pas s'enfermer et dire, non. Tous les jours, nous pratiquons l'anglais. Et nous utilisons l'anglais tous les jours sans savoir. Ouais. Quand on dit je vais au WC, le WC c'est un mot anglais. Exactement. Quelqu'un s'est demandé, le WC là, ça veut dire quoi? Voilà, vous le connaissez très bien. Donc vous voyez, il faut démystifier l'anglais. L'anglais c'est une langue de tous les jours. Et aujourd'hui, l'anglais, elle est incontournable. Absolument. D'accord. Je suis d'accord avec vous. Vous offrez vos formations à tout le monde. Vous nous avez dit en 6 mois, on est bon. Oui, en 6 mois, on est bon. C'est ce que si je l'envoie et qu'en 6 mois, il n'est pas bon, s'il me revient ici avec un anglais crasseux, là, je m'en prendrai à vous. Il n'y a pas de problème. Il sera remboursé même. Il sera remboursé même. S'il trouve encore mieux ailleurs, on lui paie la différence. Bon, d'accord. Il n'y a pas de problème. J'apprends très vite. D'accord. Allez, juste une dernière précision. Il y a quelqu'un qui demande votre numéro. Je le lui donne. Oui, le numéro... Vous me le permettez? Je le dis? Oui, allez-y. Ok, c'est le 66 00 01 65. D'accord, ça marche. Ou encore le 65 34 31 31. Ça marche. De toutes les façons, on y sera ensemble. D'accord? Oui, sans problème. Merci beaucoup, Bertrand.
Oh. Yes, have a good day. Yes, you too. Merci beaucoup à vous d'être venu, hein, Bertrand. Merci infiniment d'avoir partagé votre savoir-faire avec nous, avec les enfants aussi. Merci beaucoup, professeur. Au plaisir de vous retrouver pour le bac. Il n'y a pas de souci, je suis entièrement disponible. Merci beaucoup. Allez, portez-vous bien. Have a good day. You too. Allez, thank you. Allez, on va passer maintenant de l'anglais au français. Au français, il n'y a qu'un seul pas. Et c'est Jean Fandé et Patrick Diossou qu'on installe tout de suite. Bon, on ne parlera plus anglais. Oh. Ouais, on voulait se tromper. Oh, you are welcome, big guys. How are you doing this day? We thank God. Okay, is everything okay? Yes, sir. Bon, d'accord. It's always a great pleasure to meet you. Wow, bravo. Oui, en fait, j'apporte une nouvelle. Oui. Et il est professeur du FLE, français langue étrangère. Donc, il a enseigné au Nigeria. Donc, bon, naturellement, le français au Nigeria. Ah, d'accord. Au Nigeria, c'était l'autre expérience de l'autre professeur, là? Oui, bien sûr. Ah, bon, d'accord. D'accord. J'ai fait long feu. Ah oui. Ça, c'est une belle expression, hein? Faire long feu. Faire long feu, oui. Il faut l'expliquer déjà. Voilà. Ah oui. J'ai bien dit, j'ai fait long feu. Ouais. On a l'habitude de croire que quand on dit qu'on a fait long feu, qu'on a duré. Et qu'on a duré. Or, c'est justement le contraire. Exact. Et pour dire que faisait long feu parce que les carabines, les fusils d'avant, où il fallait allumer avec la main la poudre avant que cela ne se déclenche. Si la poudre n'est pas de qualité, eh bien, ça prend du temps, ça s'allume et puis le coup ne part pas. Donc, ça fait long feu, ça veut dire que ça a échoué. Exact. Voilà. Donc, faire long feu, c'est échouer, ne pas aller à son terme. Ne pas aller à son terme. Oui. Donc, justement, voilà. On va parler de quelques expressions avant d'aller sur le sujet. Oui. Il y a des expressions qui nous marquent. Ce n'est pas pour appeler le nom de quelqu'un, mais lorsqu'on parle de talon d'Achille, le talon d'Achille, qu'est-ce que c'est? Oui, merci, M. Diossou. Talon d'Achille, talon dont il est question ici, ça n'a rien à voir avec son Excellence, Monsieur le Président de la République du Bénin. Le talon, c'est bien entendu la partie postérieure du pied. Oui. Et donc, quand on parle de talon d'Achille, Achille, c'est bien entendu une personne humaine, j'allais dire un héros de l'histoire, qui a marqué son temps par son invincibilité et donc son invulnérabilité. C'est-à-dire qu'aucune arme n'y a détonation à feu, aucune arme blanche, c'est-à-dire tranchante, couteau, épée, cimetière, etc., rien ne peut le blesser ni le tuer. Simplement parce qu'au moment où il était dans les entrailles de sa mère, dans le ventre de sa mère, cette dernière aurait rencontré un oracle, un devin, qui lui aurait conseillé d'aller tremper son enfant dès sa naissance dans les eaux sacrées du Styx pour le rendre invincible. Alors, quelle mère va apprendre ça et ne va pas le faire? Eh bien, c'est ce que sa mère a fait, mais en plongeant l'enfant, elle avait tenu l'enfant par un pied, par le talon. Et donc, elle a oublié de retrouver l'enfant pour plonger les pieds. Et donc, ce monsieur, en grandissant, était devenu vraiment invulnérable. Rien n'arrivait à le tuer. Rien n'arrivait à percer sa peau. Mais, comme on le dit, toute puissance a toujours ses limites. Quelqu'un d'autre a révélé plus tard qu'il a constaté que le seul endroit vulnérable de son corps, c'était son talon. Et donc, on a recruté quelqu'un, il avait pour nom Paris. Ce qui s'écrit exactement comme Paris, sauf que cette fois-ci, c'est avec accent circonflexe. Et donc, Paris, un bon tireur, et il avait empoisonné sa flèche, et au moment où l'autre était sur le front, lui le guettait, et il lâche la flèche qu'il atteint. Et c'est pour la première fois qu'une arme lui traverse la chair, il valse, il tombe, et puis décide de décéder. Et donc, l'expression talon d'Achille, c'est le point faible de quelqu'un. Ça peut être du point de vue gastronomique, c'est-à-dire le mets devant lequel vous ne pouvez pas résister. Ça peut être physique, c'est-à-dire l'endroit le plus fragile de votre corps. Ça peut être aussi
érotique, et là on parle de zones érogènes ou érotogènes, c'est-à-dire les endroits les plus sensibles de votre corps. Quand vous êtes un bon karatéka, un bon boxeur, il faut chercher toujours chez l'adversaire son talon d'Achille. Oui. Oui. Et tout à l'heure, vous avez reçu 2 personnes. On dira la première et la deuxième personne, ou la première et la seconde personne. La différence entre deuxième et second. Merci. Au fait, il n'y a pas de différence en tant que telle entre les deux. C'est pour la précision de la langue qu'on exige de ceux qui ont déjà un niveau certain, pas un certain niveau, un niveau certain, de bien marquer la différence. Parce qu'un enfant du secondaire ou du primaire qui dit que le synonyme de deuxième c'est second, on ne va pas lui en vouloir. Mais en réalité, on ne parle de deuxième et second, c'est ce qui vient après un premier. Oui. Mais la seule différence est que quand on parle de deuxième, c'est que la suite arithmétique peut continuer. Il y a un troisième, un quatrième, il y a un troisième, etc. il y a un quatrième. Donc lorsque vous dites je suis le deuxième mari de cette femme, ça veut dire qu'elle a eu une première et la probabilité qu'elle en ait encore d'autres n'est pas à écarter. Lorsqu'on parle maintenant de second, c'est ma seconde femme, ça veut dire que vous n'en avez que 2. C'est ma seconde maison, vous n'en avez que 2. Et il faut éviter surtout les organes de notre corps que nous avons par paire de dire deuxième. Si vous avez dit mon deuxième œil, ça veut dire que vous avez un troisième œil. Et vous allez souvent entendre parler de Seconde Guerre mondiale ou de parler de Deuxième Guerre mondiale parce que c'est une catastrophe. En réalité, c'est un souhait discret dans le cœur de chaque être raisonnable où on pense qu'il vaut mieux parler de Seconde Guerre mondiale parce qu'une troisième ne viendrait plus. Donc, second, c'est pour dire qu'il n'y a plus de suite, il n'y a que 2 éléments. Un premier et l'autre qui vient après, qu'on appelle second. Deuxième, ça veut dire que ça vient après le premier et il y aura encore une autre suite. Donc, un troisième, un et il y a une erreur qui se commet jusqu'à aujourd'hui au niveau de l'enseignement secondaire. L'année scolaire est divisée en 2 semestres au niveau du public. Oui. Ce n'est pas bien de parler de deuxième semestre. Il n'y en a pas un troisième. Ce n'est pas normal de parler de deuxième série de devoirs du deuxième semestre. Il n'y a pas de troisième série. Il n'y a pas de troisième série. Donc, pour le moment, c'est ça, c'est ce que je peux dire, M. Diosso. Oui. Bon, on va revenir sur le reste. Je ne manquerai pas de donner une citation avant qu'on ne change de... la citation, j'ai pensé à Rivarol qui dit que, je cite, « Le silence n'a jamais trahi personne ». Oui. Le silence n'a jamais trahi personne. Ça veut dire que dans certaines situations, il vaut mieux se taire que de chercher nécessairement à parler. Et vous savez, il y a le silence de respect et d'humilité, où parfois il vaut mieux se taire. Il y a le silence de stratégie, où on dit souvent qu'au cours d'une réunion, d'une rencontre, le dernier à parler a toujours plus raison que les autres qui l'ont précédé. Et il y a aussi le silence de culpabilité, où alourdi avec le plomb dans la conscience ou sur la conscience, on n'arrive plus à parler, on préfère se taire, c'est le meilleur refuge. Et finalement, le silence de sagesse, le silence de philosophique, où on dit, ce qui pousse à dire que la parole est d'argent, mais le silence est d'or. Oui. Le silence est d'or, mais nous n'allons pas nous taire tout de suite. Nous n'allons pas nous taire tout de suite. Et nous avons à parler d'une épreuve. Oui, tout à fait. Une grande épreuve, la composition française. Ou la communication écrite, c'est l'expression utilisée actuellement. La communication écrite qui a 2 heures, donc première heure et seconde heure. Oui. Et il y a 2 sujets. Premier sujet et second sujet. Le premier sujet, Serge, nous allons le découvrir. C'est un sujet, et chaque sujet a une situation d'évaluation et une consigne. Ouais. Allez, situation d'évaluation. Auparavant, le Bénin, pour la qualité de son système éducatif, était très envié par les autres pays d'Afrique. Mais de nos jours, parents, enseignants et autorités déplorent la baisse du niveau des apprenants de nos collèges et lycées. Tu entends parler de cette baisse de niveau et cela t'inquiète. Tu décides de réfléchir à ce phénomène afin de le faire comprendre. La consigne. Consigne.
Dis comment s'observe cette baisse de niveau. 2. Donne, à ton avis, les causes de cette situation. 3. Montre les inconvénients de cette situation pour le développement du pays. Oui, voilà ce premier sujet. Quelle est la réaction qu'un bon candidat doit avoir devant ce La sujet? réaction que devrait avoir un bon candidat, c'est de se poser la question de savoir à quel type de sujet on l'invite, quel type de sujet il doit produire. Donc l'intention qu'il doit avoir. Donc ici, il s'agit bien entendu de la production d'un sujet de type explicatif. Et le plan est clair. On lui demande de montrer comment cela se manifeste, ensuite d'en déterminer les causes, et puis d'essayer de proposer des solutions. Une chose est sûre, le plan est toujours là, comme ça, présenté. Il va falloir que le candidat puisse savoir le type de production et déterminer surtout les caractéristiques liées à ce type de thèse qu'on lui demande de produire. Oui. Les caractéristiques, par exemple, j'ai déjà parlé de l'intention, il y a le temps verbal dominant qu'il doit utiliser. Dans ce contexte, généralement, ce qui est demandé, c'est le présent appelé présent intemporel ou présent de vérité générale. L'autre chose, les connecteurs logiques. Donc, il doit être cohérent. C'est vrai qu'au niveau du test explicatif, les paragraphes peuvent être permutables, mais ici, c'est clair. Il faut d'abord commencer par montrer comment cela se manifeste, en déterminer les causes, les conséquences et, si possible, venir aux solutions. Et je rappelle que l'introduction comporte, bien entendu, trois parties, mais combinées en un seul paragraphe. Il ne faut pas l'émietter. La conclusion aussi. Et il ne faut pas qu'il y ait de démarcation entre l'introduction et la conclusion, c'est-à-dire on fait une introduction de 10 lignes et puis une conclusion d'une ligne. C'est créer presque un petit monstre. Il faut penser à l'équilibre, à l'harmonie. Oui, bien sûr. Ça, grosse tête, il y a pied menu. Oui. D'accord. Voilà. Donc, voilà pour le premier sujet. Et le second sujet, Ricardo, le second sujet, il y a toujours une situation d'évaluation, ensuite une consigne. Le second sujet. Le second sujet dit ceci: tu as l'habitude de rendre visite à un ami ou une amie, un parent ou une parente, ou à une autorité dans un village ou un quartier de ville que tu trouves très beau. Mais avec la saison des pluies, cet endroit est devenu très sale. Déçu par ce que tu as vu après les pluies, tu décides d'en parler. Produis alors un test descriptif. Oui, voilà, mais il y a une consigne qui suit. Consigne. Décris la première consigne. Oui. Décris avec précision l'endroit dont il s'agit. D'accord. La seconde, dis ce que tu as ressenti quand tu l'as découvert dans cet état malpropre. Dans cet état malpropre. Test descriptif ici. Oui, tout à fait. Donc, c'est ce que nous avons appelé, ce qu'on appelle le sujet d'imagination. Même si on parle de précision, là, c'est la précision dans l'imagination. Et donc, test descriptif, ça veut dire que l'événement a été vécu ou pas, il faut pouvoir le concevoir dans sa tête et l'étaler sur papier et séduire le professeur correcteur. Alors, l'attitude à adopter, c'est que dans cette description, qui ressemble un peu même à une explication, ça ressemble un peu à l'explication, il faut situer l'endroit. Il ne faut pas situer un endroit où on ne puisse pas vraiment constater une inondation. Oui. Donc, il faut que ce soit un endroit, un lieu géographique déjà apprêté, sinon favorable à ce phénomène-là. Ensuite, mettre l'accent sur non seulement le décor, mais sur le comportement, ce qui a changé le comportement des gens en ce moment-là. Et sur ce qui vient, et sur tout ce qui vient montrer que le décor a effectivement changé. Aussi bien au niveau de la qualité de l'eau qu'il y a là, du comportement des badauds, des adultes, des motocyclistes, etc., de tous ceux qui doivent emprunter peut-être le lieu, passer par là, le quartier, ce que ça a apporté, maladie, etc., etc.
et montrer que ces rues qui étaient propres ont reçu peut-être des ordures ou des locataires circonstanciels comme les crapauds qui viennent faire leur concert, etc. De toute façon, le candidat doit faire en sorte qu'en le lisant dans ce type de production, le professeur correcteur puisse être à la fois inquiet, souriant, parce que surpris de temps à autre, non seulement par les idées que le candidat expose, mais surtout l'expression. Et c'est pourquoi le premier conseil que je vais redonner à nos chers amis candidats, et même à tous les adultes aussi, il faut toujours avoir à côté l'art de conjuguer. Ça doit être leur livre de chevet. Puisqu'il faut adapter à chaque type de production le type de test qu'il faut, le type de temps verbal qu'il faut. Donc, il faut nécessairement bien maîtriser la conjugaison. Vous ne pouvez pas produire correctement un test de type injonctif si vous ne savez pas faire la conjugaison à l'impératif présent surtout, au subjonctif et parfois aussi au futur. Si, par exemple, au lieu de dire j'enverrai, tu mets j'envoyerai, au lieu de mettre je courrai, tu mets je courirai, parce que tu crois que quand on dit, parce que le candidat croit que le verbe mourir s'écrit avec un R parce qu'on ne meurt qu'une seule fois, mais en conjugaison, ce n'est plus la même chose au futur et au conditionnel présent. Donc, je mourrai, tu mourrais, etc. Donc, ces verbes irréguliers, il doit les maîtriser pour ne pas au futur, on meurt deux fois. Oui, bien sûr. Même quand on meurt deux fois, à ce niveau, le verbe mourir double R, etc., etc. Il faut qu'il puisse surprendre, montrer la qualité de sa culture, en montrant par exemple le mot amour, un mot bizarre qui un mot masculin, mais au pluriel qui devient féminin. Un amour heureux, des amours heureuses. Donc, il faut qu'il puisse connaître ces choses. Ensuite, le vocabulaire. La préfixation qui vient le plus souvent, les figures de style qui reviennent le plus souvent, etc., etc. Donc, toutes les compétences qu'il doit développer pour séduire. Parce que en toutes choses dans la vie, il faut toujours chercher à séduire. Et donc, séduire aussi bien dans la forme que dans le fond. Oui. La séduction dans la forme et dans le fond. Justement, en parlant de séduction, le deuxième sujet nous parle de malpropreté. Le second, vous voulez dire? Le second sujet. Merci. Le second sujet. Bravo. Non, c'est pas facile. Alors, le second sujet nous parle de malpropreté. Oui, tout à fait. Oui, et cela me rappelle un certain mot, ou deux mots qui se ressemblent, patriotisme et chauvinisme. Et le patriotisme qui fera qu'on pourra nettoyer soi-même son quartier, et le non-patriotisme qui fera qu'on va le laisser se décrépir, se rendre totalement malpropre. Oui, patriotisme, chauvinisme. Quelle est la différence? Être patriote, c'est aimer sa patrie, son pays, là où on vit, et faire preuve de civisme, comme le dirait Paulin Roussillon-Tolin, et donc faire preuve de générosité à l'égard de sa patrie. Le chauvin, c'est celui qui aime exagérément sa patrie. Il faut préserver là où on est. Et ça me rappelle cette fable de La Fontaine, le cerf et la vigne, où un cerf est allé se réfugier dans un vignoble, un champ de vigne. Et comme c'était la bonne saison, ces arbustes l'ont couvert et l'ont caché. Les chiens ont flairé l'odeur et ont commencé par diriger leur maître vers l'endroit. Mais les maîtres se sont dit non, il ne doit pas avoir quelque chose là. Non, venez. Et ils ont fait retourner les chiens. À peine partis, ils se sentent déjà en sécurité. Ils se mettent à brouter encore l'herbe qu'il a cachée. Et La Fontaine conclut en disant quoi? Évidemment, les autres sont revenus au sentier et on l'a tué. Et La Fontaine conclut quoi? Il dit c'est la vraie image de ceux qui profanent l'asile qui les a conservés. C'est-à-dire, il ne faut pas profaner notre asile, là où nous vivons, l'univers dans lequel nous sommes. Et ça me rappelle, quel que soit ce qui se passe chez nous, il faut toujours s'arranger pour avoir de bons propos, présenter de façon améliorative l'image de notre pays, de notre village, pour inciter, exciter les autres à venir
nous rendre visite. Ou vivre. Bon, oui. Merci beaucoup, professeur Jean Fandé. Au plaisir de vous retrouver lundi prochain. Merci. Merci, monsieur Patrick Djossou. On vous retrouve tout à l'heure. Vous nous emmenez dans l'univers de Chevina. Il nous parle de ce métissage et du nouveau départ pour l'Afrique. C'est un recueil de poèmes. C'est un peu plus de 100. Ouais. Un peu moins. Oui. Bon, d'accord. Allez, à tout à l'heure. Merci, professeur. Merci. Il est déjà 7 heures, vous l'aurez constaté. C'est bien sûr l'heure du bulletin. Nous sommes lundi. Et c'est Christelle Tongodo qui nous le présente. Christelle Tongodo, bonjour. Bonjour Ricardo Lepeco, comment vous allez ce matin? Ça va et vous-même? Ça va. Bonjour Serge Ayaka. Bonjour Christelle. Bonjour à tous et bienvenue à ce bulletin d'information. La tension post-électorale au Bénin, on en parle encore. La situation préoccupe les têtes couronnées, sages et notables de Parakou. Ils ont appelé le peuple béninois à la culture de la paix. C'est à travers une déclaration lue par le porte-parole. Majesté, tête couronnée, sage et notable de la commune de Parakou,